Alors, l'exercice 9. On revient sur des probas, en fait. On s'intéresse à une situation très classique que l'on rencontre tout le temps, pour ainsi dire, pas toujours exploité de la même façon, mais bref, peu importe. On lance un dé équilibré et on regarde ce qui se passe. Alors ici, le dé, il n'a pas 6 faces, il en a n. Bon, on pourrait s'interroger sur la, comment dire, sur le cas pratique, parce que fabriquer des dés à n faces bien équilibrés, on ne sait pas forcément les fabriquer, mais bon, bref, peu importe. Ici, c'est pour donner un cadre à l'exercice. Donc, première question, on nous demande de déterminer la loi de x. Donc, on lance un dé une seule fois, on s'intéresse au score que l'on a obtenu. Le score, bien sûr, c'est le numéro marqué sur la face entre 1 et n. On a autant de chances d'obtenir une face qu'une autre, donc x va suivre la loi uniforme sur un n. Rien d'autre à dire. Bon. L'espérance. Alors, l'espérance de x, espérance d'une loi uniforme, a plus b sur 2, donc 1 plus n sur 2. Voilà pour cette première question, c'est pour ainsi dire une question de cours. Vous remarquez quand même que les questions de cours, ça revient assez régulièrement, soit des questions complètes, soit des petites parties de questions de cours. C'est vraiment important de connaître son cours. J'insiste aussi sur le fait que connaître son cours, ça permet de répondre à quelques petites questions dans les sujets de concours, dans les écrits, mais si jamais vous avez un oral de maths, c'est-à-dire que vous êtes admissible à HEC ou à l'ESCP, ce qui peut arriver, voilà, je vous le souhaite, mais en tout cas, donc il y a un oral de maths en maths approfondie. Enfin, HEC c'est pour maths appliquée, maths approfondie, à l'ESCP c'est pour maths approfondie. Et dans ces oraux de maths, il est attendu vraiment une connaissance fine du cours. Bref, fermons la parenthèse. Deuxième question. Donc on se dit maintenant qu'on fixe un entier naturel C et on va adopter une stratégie pour jouer à ce jeu. Si le score est strictement supérieur à C, on arrête le jeu et eh bien, notre score final, c'est le nombre que l'on a obtenu. Et si jamais le score que l'on a obtenu est inférieur à ce nombre C que l'on s'est fixé, eh bien dans ce cas-là, on se donne une deuxième chance, on relance le dé de façon identique et on obtient un nouveau score. Et le nouveau score, c'est alors cette valeur-là. Évidemment, quand on relance le dé, il y a la possibilité d'obtenir un score plus faible que ce que l'on avait obtenu au premier lancer. Bref, on obtient ça, et donc ce qui nous donne 3 variables aléatoires. X, la variable aléatoire égale au score du premier lancer. Y, la variable aléatoire du second lancer, si jamais on a un second lancer. Et S, le score final. Donc deuxième question. Justifier que x est inférieur à c, x est supérieur à c est un système complet d'événements. Un petit rappel sur les systèmes complets d'événements. Pour tout événement A, le système A bar est un SCE. Alors vous remarquez que dans les corrections, j'écrirai souvent SCE pour système complet d'événements, mais dans vos copies de concours, vous écrirez système complet d'événements en entier. De même que formule des probabilités totales et ainsi de suite. On écrit toujours tout en entier. Donc, maintenant, on va s'intéresser à x inférieur à c est un événement. Et si je regarde son contraire, c'est x strictement plus grand que c. Donc, j'ai bien quelque chose du type A bar. Tout simplement, je reconnais que j'ai un événement et son contraire. Deuxième partie de la question. Montrer que pour tout j appartenant à n, la probabilité que S soit égal à j est égale à la probabilité machin. Bon. Si on nous a fait montrer que juste avant on avait un système complet d'événements,
c'est pas pour le plaisir d'utiliser une question de cours aussi simple que celle-ci. Non, c'est certainement parce qu'on a besoin d'un système complet d'événements pour répondre à la question. Et pour pouvoir avoir un système complet d'événements, il y a deux raisons essentielles, soit parce qu'on doit appliquer la formule des probabilités totales, soit parce que eh bien, on doit utiliser la formule de Bayes. Ici, on n'a pas de probabilité conditionnelle à calculer, donc ça sera la formule des probabilités totales. Évidemment, pour cela, on va utiliser le système complet d'événements en utilisant la question 2a et la formule des probabilités totales que j'abrège en FPT, mais comme je l'ai déjà dit, vous écrirez dans vos copies formule des probabilités totales en entier. Eh bien, la probabilité d'avoir S égale J. Alors, ici, en fait, la théorie voudrait qu'on mette des crochets pour dire que c'est la probabilité de l'événement S égale J, mais on peut se passer de les écrire. Donc, formule des probabilités totales, soit G, eh bien, X plus petit que C et S égale J, ou alors G, X strictement plus grand que C et S égale J. Dans le premier cas, si X est inférieur ou égal à C, dans ce cas-là, c'est qu'on a eu une deuxième chance. Donc on va avoir la probabilité d'avoir X inférieur à C, multiplié par la probabilité, sachant que X est inférieur à C, d'avoir S égale J. Plus, eh bien, maintenant, ce que j'écris n'est pas faux. On va être un petit peu plus malin, ce qui va nous retirer une étape. En fait, là, il peut se passer deux choses. Si X, tout va dépendre en fait de la valeur de J. Si J est plus petit que C, premier cas, eh bien, J est inférieur ou égal à C. Dans ce cas, eh bien, on ne peut pas avoir X qui est plus grand que C et S qui vaut J. Sinon, eh bien, dans ce cas-là, hein, si X est plus petit que C, c'est S qui est égal à C et non pas à J, donc ça n'est pas possible. On a alors la probabilité d'avoir X plus grand que C et S égale J qui vaut 0, d'où la probabilité d'avoir S égale J vaut tout simplement la probabilité d'avoir X plus petit que C et S égale J. C'est donc X qui est plus petit que C, et forcément, si X est plus petit que C, c'est Y qui vaut S, c'est-à-dire la probabilité d'avoir X plus petit que C, multiplié par la probabilité, sachant que X est plus petit que C, d'avoir Y égale J. Mais si Y égale J, c'est forcément que X était plus petit que C. Donc ici, vous avez la probabilité que X soit inférieur à C, multiplié par la probabilité que Y soit égal à J. Or, X ou Y égale à J, c'est un D, c'est la même chose. X et Y, en fait, ont la même loi. D'ailleurs, c'est rappelé dans ce qu'il y a juste avant la question 2. Donc, on a dans ce cas-là la probabilité d'avoir X plus petit que C multiplié par la probabilité d'avoir X qui vaut J. Le premier cas est réglé. Deuxième cas. Vous avez X qui est strictement plus grand que C. Non, pardon. Vous avez, c'est pas X, c'est J
qui est strictement plus grand que ça. Dans ce cas-là, la probabilité que S soit égal à J, c'est la probabilité d'avoir X plus petit que C et S qui vaut J, plus la probabilité d'avoir X strictement plus grand que C et S qui vaut J. Bon. Une nouvelle page. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Si X est plus petit que C et que S vaut J, sachant que J est plus grand que C, ça veut dire que là aussi, on a eu un deuxième tirage. Donc vous allez avoir la probabilité d'avoir X plus petit que C. C'est un petit peu la même chose que ce que l'on avait vu au-dessus, multiplié par la probabilité d'avoir Y qui est égal à J, plus si X est plus grand que C et que S est égal à J, bah, si X est plus grand que C, ça veut dire que c'est notre premier jeu. Donc tout simplement ici c'est X qui est égal à J. Et donc on obtient la probabilité que X soit inférieur à C multipliée par la probabilité que X soit égal à J, plus la probabilité que X soit égal à J. D'où la conclusion. La probabilité d'avoir S égale J est égale à la probabilité que X soit inférieur à C multiplié par la probabilité que X soit égal à J si jamais J est inférieur à C. Et sinon, c'est la probabilité que X soit inférieur à C multiplié par la probabilité que X soit égal à J plus la proba que X soit égal à J sinon. Voilà pour cette question. Pas si simple que ça en réalité. Troisième question. Calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à C. Bon. La probabilité que X soit inférieur ou égal à C, c'est la somme pour J allant de 1 à C des probabilités que X soit égal à J. C'est-à-dire, comme elles sont toutes égales à 1 sur n, il y en a C ici. C sur n. La probabilité d'avoir X inférieur ou égal à C est égale à C sur n, puisqu'on a une loi ici uniforme. Et ensuite, la somme pour J allant de 1 à C des JP de X égale J. Donc la somme pour J allant de 1 à C des JP de X égale J. C'est donc la somme pour J allant de 1 à C des J multiplié par la probabilité que X soit égal à J. La probabilité que X soit égal à J vaut 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n multiplié par la somme pour J allant de 1 à C des J. Et là, c'est une formule qu'il faut connaître, une somme d'entiers consécutifs. N, donc qui ici vaut C, multiplié par n plus 1 sur 2. Donc on a C, facteur de C plus 1 sur 2n. Donc la somme pour J allant de 1 à C des J P de X égale J vaut C, C plus 1 sur 2n. Voilà pour la question 3. Question 4. Une histoire d'espérance. Déterminer S de oméga, puis montrer que l'espérance de S vaut, une formule un petit peu barbare que l'on nous demande, S de oméga, donc c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre S. De toute façon, S va pouvoir prendre toutes les valeurs de 1 à n, puisque si jamais vous faites n au premier tour, forcément ça sera gagné. Si vous faites 1 et que vous rejouez une deuxième fois, vous pouvez refaire 1. Bref, tout est possible, mais ici vous allez avoir un n.
Pas grand chose à dire pour cette partie-là. Par contre, pour la deuxième, l'espérance de S. Toujours est-il que ici, pas la peine de se poser la question de l'existence de l'espérance. S est une variable aléatoire finie, donc elle a forcément une espérance. E de S, c'est quoi? C'est la somme pour, J allant de 1 à N, des J. P de S égale J. Là, on est bien content d'avoir la question du dessus pour nous aider. Donc, on va avoir la somme pour J inférieur à C, donc J allant de 1 à C inclus, des J P de S égale J, plus la somme pour J allant de C plus 1 à N, des J P de S égale J. Ça, c'est l'associativité de la somme. Donc on va avoir la somme pour J allant de 1 à C des J, multiplié par P de X inférieur à C, multiplié par P de X égale J, plus la somme pour J allant de C plus 1 à N des J, on va multiplier par la même chose, P de X inférieur à C, P de X est égal à J, plus P de X est égal à J. Voilà cette chose-là. Donc il faut reconnaître là-dedans l'espérance de X. Alors, si j'étais obligé de découper. Donc si je remets ensemble tout ça, on peut remarquer que la probabilité que X soit inférieur à C ne dépend pas de J. Donc je pourrais la sortir de ma somme, de la première et d'ailleurs de la deuxième. Donc je vais avoir la probabilité ici que X soit inférieur à C, multiplié par la somme pour J allant de 1 à C des J P de X égale J, plus la somme pour J allant de C plus 1 à N des J P de X égale J. Puis il me reste une somme toute seule, plus la somme pour J allant de C plus 1 à N des J P de X égale J. Très bien. Alors, ici, je vais avoir P de X inférieur à C, multiplié par une seule somme que je peux remettre en un seul morceau, des J P de X égale J, plus le morceau qui me reste, c'est la somme pour J allant de 1 à N, des J P de X égale J, moins le morceau que je n'ai pas utilisé, c'est-à-dire la somme pour J allant de 1 à C, des J P de X égale J. Ici, je reconnais E de X, ici aussi. Et donc, une nouvelle page, je vais avoir P de X inférieur à C, multiplié par E de X, que je vais pouvoir mettre en facteur. Donc je vais avoir ici plus 1, multiplié par E de X, moins la somme pour J allant de 1 à C, des J P de X égale J. Et c'est ça que je devais trouver, donc ça c'est E de S. Et voilà pour la question 4. Un petit calcul qui se suit, il n'y a pas trop à réfléchir, si ce n'est cette petite astuce de transformer la somme qui était là pour faire intervenir celle-là. C'est la seule petite astuce dans cette question. Question 5. En déduire que E de S égale cette chose-là, voilà. E de S, c'est la probabilité que X soit inférieur à C, que l'on a calculé, on a trouvé C sur N. Multiplié par E de X. E de X, on l'a calculé tout au début, 1 plus N sur 2, moins
Cette somme de j égale pour j allant de 1 à c des jp de x égale j, on l'a calculé aussi. On a trouvé c facteur de c plus 1 sur 2n. Donc, je vais tout mettre au même dénominateur qui va être 2n. Je vais donc avoir 2c plus... est-ce que je vais... Non, je vais avoir c plus n, le tout sur n, multiplié par 1 plus n sur 2, moins c facteur de c plus 1 sur 2n. Donc je vais avoir c plus n facteur de 1 plus n, moins c carré moins c, le tout sur 2n. Et je vais donc avoir c plus cn plus n moins c carré moins c, le tout sur 2n. Donc j'ai oublié un morceau, j'ai oublié le n carré ici. Donc j'ai n carré. Ensuite, le c et le moins c s'en vont. J'ai c plus 1 facteur de n moins c carré sur 2n. Et c'est ça que l'on voulait. Encore une question de terminer. Question 6. Montrer à l'aide d'une étude de fonction que e de s moins e de x est maximal lorsque c égale n sur 2 si n est pair et lorsque c égale n plus 1 sur 2 sinon. Bon. Eh bien, je vais avoir e de s moins e de x qui est égal donc à n carré plus c plus 1 n moins c carré sur 2n moins e de x qui est 1 plus n sur 2. On me demande une étude de fonction et on me dit que ça doit être maximal lorsque c égale. Ce qui sous-entend là-dedans que ma variable va être c en fait. Donc je vais d'abord terminer ce calcul, tout mettre au même dénominateur, comme ça sera réglé. Donc je vais avoir n carré plus c plus 1 n moins c carré moins n carré, le tout sur 2n, c'est-à-dire c plus 1 n, je vais avoir cn moins c carré sur 2n, que je peux laisser comme ça. Donc posons phi de c par exemple est égal à nc moins c carré sur 2n. Bon. Phi de c, alors là, phi de c, phi a les mêmes variations que nc moins c carré, hein, c'est jamais que divisé par 2n qui là-dedans est considéré comme étant constant. Phi, c'est une fonction du second degré. Dont les variations sont les suivantes. Donc vous avez ici C. Bien sûr, C varie entre 1 et n, hein, c'est sûr. Vous avez, puisque le coefficient dominant vaut moins 1 qui est négatif, vous allez avoir ces variations-là. Et avec un changement de sens en moins b sur 2a, et ici moins b sur 2a va valoir moins n sur 2 fois moins 1, donc moins 2, c'est-à-dire n sur 2. Bon. Donc phi est maximal. Lorsque c égale n sur 2. Maintenant, ça c'est si c est considéré comme une variable réelle. Or, c est entier.
Donc si n est pair, eh bien phi est maximal lorsque c égale n sur 2 qui est entier. Si jamais n est impair, alors n sur 2 n'est pas entier. C'est-à-dire que soit le maximum sera juste avant, soit il sera juste après. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir n-1 sur 2. Ici, vous allez avoir n plus 1 sur 2. Dans ce cas-là, il faut comparer les images. Il faut comparer les images de n-1 sur 2 et de n plus 1 sur 2. C'est la seule façon de faire. Phi de n moins 1 sur 2. Ça vaut quoi? On a dit que c'était nc moins c carré. N facteur de n moins 1 sur 2 moins n moins 1 sur 2 au carré. C'est-à-dire, j'anticipe, je mets déjà au même dénominateur qui va être 4 ici. Donc je vais avoir 2n carré moins 2n moins n carré. Alors, moins 2n avec le moins qu'il y a devant, ça nous fera plus 2n. Plus 1, donc moins 1. Le tout sur 4. Et donc, je vais avoir ici 2n carré moins n carré, ce qui va me faire n carré moins 1 sur 4. Si je ne me trompe pas. Maintenant, phi de n plus 1 sur 2, ça va être n facteur de n plus 1 sur 2 moins n plus 1 au carré sur 2. C'est-à-dire 2n carré plus 2n moins n carré moins 2n moins 1 sur 4. Et on va retrouver ici en fait la même chose. Donc quand n est impair, en fait on a deux choix, ce qui n'est pas tout à fait ce que je vous avais dit dans l'exercice, ça m'apprendra à faire complètement les questions juste avant. Bon, bah E de S moins E de X est maximal si n est pair et C égale n sur 2, où n est impair. Dans ce cas-là, on a deux choix. Et C égale n plus 1 sur 2, ou C égale n moins 1 sur 2. À moins qu'on ait une contrainte sur C, je ne sais plus. Non, C est strictement plus petit que n, supérieur ou égal à 1. Donc non, on n'a pas de contrainte autre là-dessus. C'était la question 6. Question 7. On retourne maintenant au cas général. Donc on a trois entiers tels que C est compris entre A et N. Bon. Le jeu de hasard, c'est le même principe. Hein, voilà, on suppose que n est plus grand que 3, on se donne un entier P.
Hop. Et ensuite, on nous demande de justifier que x de oméga est entre P et N. Bon. Donc, question 7.1. Si le score final est strictement supérieur à C, on arrête le jeu et le score final est égal à x. Oui. Donc le jeu consiste à tirer P boules simultanément dans une urne qui en contient N. Le score du joueur est le plus grand des numéros parmi les P boules tirées. Bon, on va tirer P boules. Donc si jamais on n'a vraiment pas de chance, on va tirer les P boules qui portent les plus petits numéros et on va regarder le plus grand des plus petits numéros. Donc le plus grand des plus petits numéros, ça sera P forcément. Si le joueur n'a vraiment pas de chance, il tire les P boules numérotés, les plus petits numéros, 1, 2, jusque P. Le plus grand numéro obtenu est alors P. Donc au minimum, x vaut P. X peut prendre toutes les autres valeurs puisqu'il suffit d'avoir, il tire 1, 2, P-1 et puis il peut tirer la dernière P plus 1, P plus 2 jusqu'à N. D'où x de oméga, c'est Pn. On ne peut pas avoir plus petit que P dans cette configuration-là, puisque le jeu est un peu différent. On ne tire plus un dé, on tire des boules. P boules dans une urne. Question B. Soit J appartenant à Pn, à l'aide d'un raisonnement de dénombrement, déterminer le nombre de tirages simultanés de P boules dont le plus grand numéro est J. On se donne donc J appartenant à Pn. Et donc, on doit choisir P boules dont le plus grand numéro est J. Donc, on doit choisir P boules dont le numéro est inférieur. Alors, P moins une boule dont le numéro est inférieur strictement à J, et la boule J. De combien de possibilités on doit faire ça? On doit choisir P moins une boule de numéro strictement plus petit que J. Donc on peut le faire de P-1 parmi J-1, façon. Et donc le nombre de tirages, oui. Donc le nombre de tirages, c'est celui-ci. Je choisis P-1 boule parmi les J-1 possibles, et puis j'en ai une seule que je dois tirer, c'est la numéro J, donc je multiplierai ce coefficient binomial par 1, ce qui ne change rien au final. Voilà pour cette question 7b. 7c. En déduire que la probabilité d'être égale à J... Bon, là, c'est du... On en déduit. Comme on doit choisir
P boule parmi n, parmi n, que la probabilité d'avoir x égale j, c'est de l'équiprobabilité. Hein. Vous avez votre choix qui vous donne la boule égale à j, divisé par p parmi n. Nouvelle page. On a terminé la question 7. Question 8, un petit peu de calcul sur les coefficients binomiaux. Montrez que pour tout entier k supérieur ou égal à p, cette somme pour j allant de p à k de p-1 parmi j-1 est égale à p parmi k. Question, là pour le coup, vraiment classique, on la retrouve dans un certain nombre de sujets, dans pas mal de filières en fait. Donc c'est vraiment une question classique. Bon. Comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Une somme de coefficients binomiaux, si jamais on avait de la chance, on pourrait s'en sortir avec du binôme de Newton, mais ici ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une récurrence. Alors, là-dedans, il faut quand même se poser une question. C'est qu'est-ce qui va varier là-dedans? Est-ce que c'est K? Est-ce que c'est P? Bon, en fait, on n'a pas trop le choix. Montrer que pour tout entier K supérieur ou égal à P, on a cette chose-là, et P, elle est fixée. Donc, on va faire varier K. Soit K appartenant à N, K supérieur ou égal à P. On note PK, la proposition suivante. La somme pour J, J allant de P à K, des P-1 parmi J-1 est égale à P parmi K. Bon. On va initialiser ça. Pour la plus petite valeur de K qui nous intéresse, donc pour K égale P. D'une part, vous avez la somme pour J allant de P à P des P-1 parmi J-1 qui va être égale à P-1 parmi P-1, et ça vaut 1. D'autre part, P parmi K, ça va être P parmi P, qui vaut 1 aussi. Donc, P indice P est vrai. La proposition est initialisée. Hérédité. Comme toujours, on rédige ça proprement. Soit K appartenant à N, KP, tel que la proposition qui nous intéresse est vraie, c'est-à-dire tel que, eh bien la somme pour, décidément j'y tiens, c'est J allant de P à K, des P-1 parmi J-1 est égal à P parmi K. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est la somme pour J allant de P à K plus 1, des P-1 parmi J-1. Et cette chose-là va être égale à quoi? Eh bien, ça va être la somme pour J allant de P à K, des P-1 parmi J-1, plus P-1 parmi K plus 1 moins 1, donc parmi K. Et donc, c'est P parmi K, plus P-1 parmi K. Et là, il faut connaître la formule du triangle de Pascal. On va obtenir du P plus 1 parmi K plus 1 par la formule de Pascal. Alors, soit on l'appelle la formule de Pascal, soit on l'appelle la formule du triangle de Pascal. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout K plus grand que P,
la somme pour J allant de P à K des P-1 parmi J-1 est égale à P parmi K. Une question classique de terminer. En déduire la probabilité que x soit inférieur ou égal à c. Bon, bah, très bien. C'est le même principe que tout à l'heure. La probabilité que x soit inférieur ou égal à c, c'est la somme pour j allant de 1 à c des probabilités que x soit égal à j. Je vais qu'utiliser ce qui précède. Alors, j égale 1, non. X, c'est... non. P. Voilà. De P à C, sachant que bien sûr C va être plus grand que P. Et c'est donc la somme pour J allant de P à C des P-1 parmi J-1 divisé par P parmi N. Bien sûr, 1 sur P parmi N, je peux le sortir par linéarité puisque ça ne dépend pas de J, multiplié par la somme pour J allant de P à C des P-1 parmi J-1. Et je vais donc utiliser ce qui précède, c'est-à-dire que je vais avoir mon numérateur qui va être un P parmi C divisé par un P parmi N. Et voilà pour la question 8b. Je vais directement aller à la page d'après. 8, c'est montrer que pour tout entier supérieur ou égal à P, la somme des J, P-1 parmi J-1 est égale à machin. Bon bah, très bien. Je propose donc qu'on fasse la même chose. On procède de même. De même qu'à la question 8a. Donc l'initialisation. J'abrège un petit peu ma récurrence. Vous avez la somme pour J allant de P à P des J P-1 parmi J-1 qui est égale à P multiplié par P-1 parmi P-1 qui est donc égal à P. D'autre part, vous avez P plus 1 parmi K plus 1 qui va être égal à P plus 1 comme K égale P, donc parmi P plus 1 qui vaut P. La proposition est initialisée. L'hérédité. Soit K appartenant à N, K supérieur à P, tel que la somme pour J allant de P à K des J P-1 parmi J moins 1 est égale à P plus 1 parmi K plus 1. Et on va s'intéresser à la somme pour J allant de P à K plus 1 des J P-1 parmi J-1 qui sera donc égal exactement la même astuce que tout à l'heure. C'est toujours, ou presque toujours comme ça avec les sommes. Donc des J P-1 parmi J-1 plus le terme qui reste, donc on va avoir du K plus 1 P-1 parmi K. Alors, on va donc avoir du P plus 1 parmi K plus 1 plus K plus 1 P-1 parmi K. Bon.
Le petit problème, c'est que là, on ne peut plus utiliser la formule du triangle de Pascal, ça ne fonctionne plus. Mais on va pouvoir s'en sortir en écrivant les formules de ces coefficients binomiaux. Donc je vais avoir P factoriel K plus 1 divisé par factoriel P plus 1 factoriel K plus 1 moins P plus 1, donc moins P moins 1, voilà, plus K plus 1 factoriel P moins 1, factoriel K, pardon, divisé par factoriel P moins 1 multiplié par K moins P moins 1, donc moins P plus 1. Bon. Si je regarde bien les choses, ça c'est factoriel de K plus 1. Donc ça m'arrange bien. Ensuite, il faudrait que j'ai du P plus 1. Donc là, je l'ai. Là, j'ai du K plus 1, P plus 1, donc ça, c'est bien. Mais ici, j'ai pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je peux dire que c'est K plus 1 moins P. Bon. Ensuite, il ne faudrait pas que j'ai du P moins 1. Il faudrait que j'ai du P plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je peux multiplier par P. Comme ça, ici, ça va me donner du factoriel P. Et je peux remultiplier par P plus 1. Donc ici, ça me donnerait du factoriel P plus 1. J'ai fait ça, donc ici, il faut que je multiplie par P et par P plus 1. Bon, si on fait ça, qu'est-ce que l'on va avoir? Vous allez avoir P P plus 1, K plus 1, ça me va bien. Néanmoins, il me faudrait du P plus 1 et du K plus 2. Donc, K plus 1 sur P plus 1, en fait, ça fait K moins P. Hein. Ici, plus P plus 1, factoriel de K plus 1, divisé par factoriel de P plus 1, et ici j'ai du K plus 1 moins P. Alors ce K plus 1 moins P, en fait, il est intéressant parce que je peux le réécrire K plus 2 moins P moins 1. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai le bon factoriel en bas. Le P plus 1, il est très bien. Et mon K plus 1 au numérateur, il faudrait que j'ai K plus 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par K plus 2. Et je vais diviser par K plus 2. Puis ici, je pourrais faire pareil. Oui, c'est bien du K plus 2 qu'il faudrait que je trouve. Alors, est-ce que je ne me serais pas trompé dans mon... c'est bien. Alors, ce faisant, mes divisions par K plus 2, elles ne me plaisent pas plus que ça. Donc là, ici, j'ai le bon coefficient binomial. Ici, il faudrait que je multiplie par
k plus 1 moins p pour que ça marche. Donc ici, il faudrait que je multiplie par k plus 1 moins p. Et là, c'est bon. Enfin, c'est bon. J'ai les coefficients binomiaux que je veux. Donc je vais avoir du p facteur de k plus 1 moins p plus p facteur de p plus 1, le tout sur k plus 2, facteur de k plus 2 parmi p plus 1. Alors, je peux mettre p en facteur, ça c'est assez intéressant. Donc je vais avoir k plus 1 moins p plus 1 plus p sur k plus 2, et ça va bien se passer. P plus 1 parmi k plus 2, et j'ai p k plus 2 sur k plus 2, p plus 1 parmi k plus 2, ce qui me fait bien mon p plus 1 parmi k plus 2. Pas mal de petits bricolages sur les factoriels, c'est important de savoir les maîtriser. La proposition est héréditaire. Une nouvelle page. On n'oublie pas de conclure. Par principe de récurrence, je ne l'écris pas, pour tout cas plus grand que P, la somme pour J allant de P à K des J P-1 parmi K-1 est égale à P plus 1 parmi K plus 1. Alors j'ai dit que les récurrences, c'était important de savoir les rédiger, mais quand vous en avez deux qui sont très semblables, on en rédige une, nickel, et puis l'autre, on peut prendre un petit peu plus de liberté. Avec la rédaction, les correcteurs sauront que vous savez rédiger une récurrence. Question D. En déduire que E de x égale machin, bon bah très bien. E de x, c'est quoi? C'est la somme pour j allant de p jusqu'à n, puisqu'on a dit que x de oméga c'était pn, des j, p de x égale j, c'est-à-dire la somme pour j allant de p à n, des j, et p de x égale j, comme par hasard, c'est p-1 parmi k-1, et puis ici, divisé par p parmi n. Donc on va avoir p parmi n, multiplié par cette somme-là, qui vaut quoi? Eh bien, on l'a calculé juste au-dessus, elle vaut p plus 1 parmi n plus 1. C'est ça. Ici, bien sûr, c'est pas p parmi n, c'est 1 sur p parmi n. Et donc, il va falloir faire notre calcul. Donc, on va avoir au numérateur, je vais laisser un petit peu plus de place, on va avoir p factoriel p plus 1 sur factoriel p plus 1, factoriel n plus 1 sur factoriel p plus 1, factoriel de n plus 1 moins p plus 1, ce qui va nous faire n moins p. Et au dénominateur, nous avons donc factoriel n sur factoriel p, factoriel n moins p. Je multiplie mon numérateur et mon dénominateur par factoriel de n moins p. Je vais diviser mon numérateur et mon dénominateur de la grosse fraction. Je vais multiplier par ça et par factoriel p. Donc je vais avoir du... ça va se simplifier. Ici, si je multiplie par factoriel p, ça va supprimer ça. Et si je multiplie par factoriel n, le numérateur et le dénominateur, hop, ça supprime le factoriel. Donc il va nous rester p, facteur de n plus 1, sur p plus 1. Et ça, c'est e de x.
Enfin, si vous avez besoin de davantage de lignes de calcul, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Question 9. On nous parle alors de la stratégie de la deuxième chance. On reprend les notations de cette partie et on pourra réutiliser les résultats qu'on a admis. Bon. On nous demande de montrer que E de S moins E de X égale cette chose-là. Bon, ben, il va falloir calculer E de S. E de S, c'est quoi? Au minimum, vous avez P, au maximum, vous avez N. Alors, E de S, on nous la redonne. 1 plus P de X inférieur à C, multiplié par E de X, moins la somme pour J allant de 1 à C des J. P de X égale J. Je suis en train de me dire qu'il y a vraisemblablement une petite faute de frappe aussi là-dedans, parce que ça ne doit pas être J égale 1. Je vais regarder mon original. C'est bien ce que je pensais. Donc ici c'est un A, donc ça va être un P, je corrigerai le sujet. Donc on va avoir 1 plus la probabilité que X soit inférieur à C, que l'on a donc calculé précédemment. On a fait des choses. P parmi C divisé par P parmi N. Multiplié par E de X. Moins la somme pour J allant de P à C. Des J. P de X égale J. P de X égale J, P de X égale J, P moins 1 parmi J moins 1. Donc ça on l'a aussi en fait. Donc on va avoir 1 plus P parmi C divisé par P parmi N espérance de X moins C moins P P plus 1 parmi C plus 1 d'après la question C. D'après la 8C. Et donc on va avoir E de S moins E de X, puisque c'est ça qu'il faut calculer, qui va être égal à P parmi C sur P parmi N E de X. Donc E de X, on l'a, c'est P multiplié par N plus 1 sur P plus 1. Moins P ici j'ai oublié de diviser quand même par P parmi N moins P plus 1 parmi C plus 1 sur P parmi N. Voilà. Donc si on regarde bien, les choses ne sont pas tout à fait au même dénominateur. Donc ici, je vais multiplier par P plus 1. Et ici aussi, comme ça, eh bien, on aura le même dénominateur. Donc ça sera sur P plus 1, P parmi N. Et au numérateur, on va avoir P parmi C multiplié par P et N plus 1. Moins P plus 1, P plus 1 parmi C plus 1. Voilà.
Et donc là, il va falloir travailler encore une fois avec les coefficients binomiaux. Donc on va avoir du p facteur de n plus 1 factoriel c sur factoriel p factoriel de c moins p moins p plus 1 factoriel de c plus 1 divisé par factoriel de p plus 1 factoriel de c moins p. Le tout sur p plus 1, p parmi n. C'est des calculs que je trouve un petit peu amusants quand même, parce qu'il y a des petites astuces, des petites choses à chercher, regrouper correctement les termes. Ça peut être un peu fastidieux, mais bon, moi ça m'amuse. Bref, donc ici, le p avec le factoriel p, il va rester du factoriel p moins 1. Bon. Ensuite, l'autre morceau, le p avec le p plus 1 et le p plus 1 ici, il va rester du factoriel de p moins 1 aussi. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Je dois retrouver au numérateur du p parmi c. Donc c'était pas très judicieux de faire ça. Je me suis laissé un petit peu. Je vais effacer tout ça, non pas que ce soit faux, mais en regardant ce qu'on doit obtenir, c'est pas ce qu'il y a de plus malin de procéder ainsi. Le premier morceau, en fait, je vais le laisser comme ça. Donc je vais garder du p facteur de n plus 1 facteur de p parmi c. Moins, c'est le deuxième morceau sur lequel je vais travailler, p facteur de p plus 1, c plus 1. Et au dénominateur, j'ai du p plus 1 et du n moins p. Là, par contre, je vais bien faire ça. Et ici, donc, mon c plus 1, je vais le remplacer par un c plus 1 multiplié par factoriel c. De cette façon-là, en conservant ce morceau-là, je vais retrouver du p parmi c. Donc, j'ai du p parmi c, qui va être facteur de n plus 1, moins c moins 1, divisé par p plus 1, p parmi n. Et n plus 1 moins c moins 1, ça va bien me faire le n moins c, c'est-à-dire ce que je dois trouver. Donc je dois avoir p parmi c, divisé par p plus 1, p parmi n moins c. Et ça, c'est bien e de s moins e de x. Parfois, on se laisse aller par son entrain et on a toujours intérêt à regarder ce que l'on doit obtenir pour avoir une idée du but à atteindre dans les calculs. Et parfois, c'était le cas ici, ça nous donne des méthodes et ça évite de trop se tromper. Enfin, de trop se tromper, de faire trop de choses qui ne servent à rien et de tourner en rond. Question suivante. Ce serait la dernière. Question 10 donc. Quel est le signe de e de s moins e de x? Bon. En fait, ça va dépendre de n moins c. Même pas. Donc p est positif. P parmi c est positif. P plus 1 est positif. P parmi n est positif. Et bien c normalement est plus petit que n. Si on a bien écrit les choses, c est strictement plus petit que n. Donc n moins c est supérieur ou égal à 0. Donc e de s moins e de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui sous-entend que
E de S est supérieur ou égal à E de X. Donc on a intérêt à saisir à suivre cette stratégie, puisqu'elle va donner une espérance plus grande, donc un score qui en moyenne sera plus grand. En moyenne, on obtiendra un score plus grand. Et voilà pour cet exercice, je ne sais plus combien, 9.